Yes, cette fois c'est la bonne. Bonjour à tous et à toutes, bonne et heureuse année 2022, en espérant qu'elle soit moins pire que la précédente, surtout au niveau du cinéma. Et comme chaque année, on se retrouve pour donc ma vidéo de bilan de l'année cinéma 2021, où donc je vais revenir sur les 10 films que j'ai le plus aimé de l'année précédente. Vous pouvez, je vous incite également à regarder mes deux autres vidéos que j'ai faites, celle où je parle de tous les films que j'ai vus en 2021 et celle des pires films. Et donc celle-ci, aujourd'hui, ce sera donc la vidéo de mes meilleurs films, ceux que j'ai le plus préférés, de 2021. Bon alors cette année, elle est quand même un peu particulière, hein. Évidemment à cause du Covid, mais je veux dire un peu personnellement, quoi, puisque cette année, sur mes 10 films préférés, il n'y en a pas en fait que vraiment j'adore, quoi, et je surkiffe, quoi. Bon, même si les 10 films de cette année, je les adore tous, hein, évidemment, c'est mes 10 films que j'ai le plus aimé, mais il n'y en a pas un que vraiment, qui m'a vraiment marqué mon année, quoi, et que je vais vraiment me souvenir pour me dire ah oui, ce film-là, c'était cette année, c'était le meilleur film de l'année, c'est que vraiment je vais porter, qui va vraiment me marquer, quoi. Alors quand même, par exemple, l'année dernière, enfin en 2020, quoi, il y avait Tout simplement noir, quoi. Ça, quand même, Tout simplement noir, c'est un film que vraiment j'avais adoré, que j'avais surkiffé, qui était vraiment mon film préféré de 2020, quoi. Même en 2019, par exemple, il y avait aussi Dr. Sleep et Avengers Endgame. En 2017, il y avait Logan, Star Wars 8, ça, des films que j'avais vraiment surkiffé, Kingsman, Le Cercle d'Or aussi, et qui avaient vraiment marqué mon année 2017, quoi. Et là, cette année 2021, alors qu'on a eu beaucoup plus de films qu'en 2020 et qu'on a eu le retour de tous les gros blockbusters et gros films qui devaient sortir, mais au final, il n'y a pas beaucoup de films que je vais adorer et que j'ai vraiment surkiffé, quoi. Je pensais que ce serait par exemple L'origine du monde ou Belle de Mamoru Hosoda, qui était pas mauvais mais qui était pas aussi bon que je l'espérais et qui au final n'est même pas dans ce top, quoi. Voilà. Mais au final, on a quand même eu de très belles années et les 10 films que j'ai le plus aimé, ils sont quand même tous vraiment super cool. Donc on va tout de suite commencer avec le numéro 10. Je ne dois pas avoir peur. Et oui, évidemment, Dune, le nouveau film de Denis Villeneuve et la nouvelle adaptation, qui était quand même très cool, hein, même si le film est assez lent, atmosphérique et très froid. J'ai quand même bien apprécié, quoi, en grande partie, beaucoup plus que d'autres films comme Blade Runner 2049, où on suivait littéralement des robots et des intelligences artificielles, parce que là, on suit des humains, quoi. On suit des humains avec quand même des personnalités, qui ont un but et tout, qui ont des envies, qui ont des trucs et tout, donc c'est déjà un peu plus intéressant à suivre, ça m'a déjà un peu plus intéressé, quoi, et investi dans l'histoire. Et au vu quand même du succès du film, hein, parce que quand même, hein, même pour le style du film, sortir en temps de Covid et tout, le film a quand même bien marché à l'international et a bien remboursé son budget. Donc au final, on aura bien la suite, hein, qui devrait être tournée cette année, je crois. Donc dès l'année prochaine, 2023, on devrait avoir la suite d'une partie 2, que j'irai voir avec beaucoup d'enthousiasme, parce que j'ai quand même plutôt bien aimé ce film-là. Voilà. Et maintenant, on passe tout de suite au numéro 9. Tu m'as fait bouffer de l'homme. Du vegan. C'est un herbivore. Nafis Satou! C'est un malentendu! Reviens, Nafis Satou! Et si tu nous faisais un petit gratin dauphinois ce soir? Barbac, donc, dont j'avais fait une critique sur ma chaîne, que vous pouvez aller voir pour avoir plus de précision. C'est vraiment une excellente comédie, et étant donné que c'est la seule qu'il y a dans ce top, c'est peut-être Barbac, un de mes films français que j'ai le plus aimé cette année, quoi. Une très bonne narration, des très bons personnages et de bonnes situations comiques, un bon humour et tout qui m'a fait bien rigoler, une bonne mise en scène aussi que j'ai vraiment trouvé super cool. Un beau film français en clair, quoi, avec une bonne idée un peu horrifique et tout, comique, qui marche quand même plutôt bien. Allez voir ma vidéo pour avoir des précisions sur
sur ce film, quoi, que j'ai vraiment beaucoup aimé, auquel je m'attendais pas vraiment. Et maintenant, le numéro 8. Et ouais, le nouveau Matrix, un Matrix 4, que j'attendais pas vraiment en fait, hein, parce que j'adore, je surkiffe la première trilogie Matrix, quoi. Ça fait vraiment partie de mes films préférés. Donc cette suite-là, j'étais un peu perplexe, je savais pas trop à quoi m'attendre, et au final, ben voilà, 8ème place, quoi. C'était quand même vraiment super cool. Lana Wachowski a toujours de bonnes idées d'exploiter son univers et tout, de thèmes et tout, sur la réalité et tout, la nostalgie. Littéralement, justement, le film a un thème justement sur la nostalgie, sur il y a beaucoup un côté méta justement sur le jeu vidéo, où justement les films Matrix, la trilogie, étaient transformés en jeux vidéo dans la matrice pour les faire passer pour juste des aventures banales, quoi. C'était encore plus méta parce qu'on sait aussi qu'il y a eu des jeux Matrix qui sont sortis dans les années 2000, il y a eu 3 jeux Matrix en plus, donc il y a vraiment un côté méta sur méta, quoi. Donc à l'intérieur du film, comme Inception, dans le film. Donc voilà, donc il y a un côté traité la nostalgie et tout, où on reprend aussi la première scène du film, qui est vraiment très intéressant, qui est pas mal, qui est bien mieux exploité que dans Réminiscence, quoi, puisque là vraiment ça parcourt vraiment tout le film, quoi. Les combats, la mise en scène, ça reste quand même beaucoup moins bien que dans les premiers, quoi, et donc comme il n'y a plus cette esthétisation du film et tout, et des combats, bah, ça les rend moins impressionnants et moins iconiques que dans les premiers. Mais malgré ça, malgré cette quand même nette baisse en qualité, je trouve que les combats, ça reste quand même plutôt cool quand même de les voir, ils sont quand même assez cool, notamment le combat entre Neo et l'agent Smith, qui quand ils sont dans l'usine là, qui ressemble quand même un petit peu au combat qu'il y a eu entre Batman et Superman dans Batman et Superman, quoi. On ressent quand même un petit peu la inspiration, quoi. Parce que dans Matrix, ils se battent dans des vieilles toilettes usagées, et donc il y a un moment, bah, il y a Smith qui balance Neo sur des cabinets, et il y a Smith qui arrache un évier pour frapper Neo avec, quoi. Et c'est exactement pareil que ce qu'il y a dans Batman et Superman, quoi. Et c'est vraiment les mêmes actions. Ouais, donc on ressent un petit peu les inspirations aussi, et ça reste quand même plutôt cool, hein, parce que ça montre que bah, même un gros blockbuster calibré comme Batman vs Superman, bah, il peut y avoir des choses intéressantes dedans en termes de cinéma, quoi, puisque Matrix s'inspire un peu. Et on ressent aussi peut-être une petite inspiration dans Dernier Train pour Busan. Parce qu'il y a évidemment toute la scène où ils sont dans un train et ils sont attaqués par des zombies, quoi, comme dans Dernier Train pour Busan, et aussi la fin justement où il y a le mode meute où il y a tous les gens qui sont en zombies pour les attaquer et tout, vraiment comme ça me faisait fait penser, tu vois, Dernier Train pour Busan. Donc ça aussi quand même, on ressent un petit peu aussi les inspirations. Et mais ça reste cool, hein, c'est plutôt bien qu'elle s'inspire de bons films, c'est cool. Et la fin aussi où Trinity a maintenant les pouvoirs de l'élu aussi, où donc elle peut voler, elle peut faire peut déchirer les gens, faire des gros trucs et tout, des gros impacts comme Neo qui peut voler aussi, hein. Donc maintenant on a 2 élus pour le prix d'un, donc ça c'est quand même vraiment cool, quoi. Et donc j'espère qu'il y aura des suites, quoi. Il y aura des suites justement où donc on verra Neo et Trinity qui seront donc les 2 élus. Ça pour le coup je trouve que c'est vraiment une idée super cool, et s'il y a des suites, j'espère quand même qu'il y aura des suites, j'irai les voir parce que ça sera aussi, ça sera vraiment super cool, quoi. Et voilà, maintenant on passe au numéro 7. Il y a un poste d'artilleur. Et oui, hein, assez surprenant de voir ce film aussi haut dans le top, hein. Donc SOS Fantôme, l'héritage, qui encore une fois est un anti-reboot et est là pour effacer le reboot féminin d'SOS Fantôme qu'il y avait eu en 2016, je crois, mais que j'avais bien aimé, hein, qui je trouve était quand même assez cool et très correct, justement, en action, en divertissement, ça restait quand même plutôt cool, même si au final mon SOS Fantôme préféré ça reste le 2.
Mais celui-là aussi, c'est SOS Fantôme Héritage, et donc qui est littéralement héritage jusqu'au bout, quoi, puisqu'il est réalisé par Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman qui avait réalisé le premier, quoi, donc c'est héritage jusqu'au bout. Ben, il est vraiment super cool, quoi, parce qu'il y a vraiment un feeling, un côté film pour enfants dans ce film, justement, parce que les personnages sont des enfants, justement, ils ont tous des personnalités très marquées, très attachantes et tout, donc surtout la petite fille, Phoebe, qui est vraiment super cool, je l'aime beaucoup, et donc tout le film marche vraiment très bien, notamment pour ces personnages qui sont très cool. Et tout le film aussi, au niveau de la narration, est vraiment... je trouve qu'il est vraiment parfait, quoi. Parce qu'on montre vraiment bien les personnages arriver, puis découvrir les anciennes affaires des SOS Fantômes, de pas entendre parler des événements surnaturels qui arrivent et petit à petit devenir eux-mêmes les nouveaux SOS Fantômes, donc l'héritage. Et au niveau de la narration, ça se fait vraiment parfaitement, quoi, parce que c'est pas trop, la narration est pas trop rapide, donc du coup on n'a pas l'impression que ça va trop vite ou qu'il y a des éléments qui sont laissés en suspens, et en même temps elle est pas trop lente non plus, donc on n'a pas l'impression que ça se traîne ou que c'est trop chiant. Mais en fait je trouve vraiment que la narration dans le film, le développement de l'histoire, des personnages et tout, qui découvrent tout, c'est vraiment parfait, quoi. En termes de narration, je trouve que c'est quand même assez parfait. Petit point négatif, la fin, où on a les 3 SOS Fantômes qui reviennent. Spoil, hein, ouais, désolé, je vais tout spoiler. Ça faisait un peu forcé, c'est un peu Deus Ex Machina, surtout qu'ils sortent un petit peu de nulle part, quoi. Il y avait un caméo d'un ancien SOS Fantôme à un moment, où c'était juste un appel téléphonique, quoi, et donc qui était bien, qui était émouvant et tout, et donc mais après ça reste quand même cool. Bon, maintenant on passe tout de suite au numéro 6. Owen, c'est pas vrai. C'est bien toi. L'Approche du Nombre, petit film d'horreur que j'attendais pas du tout, hein, dont j'ai fait la critique sur ma chaîne, qui était vraiment excellent, avec une mise en scène et une ambiance de film d'horreur et un petit peu d'enquête et tout aussi, tension, très simple mais très bien exécuté, qui marche très bien, ça fout vraiment les jetons pour le coup, et avec aussi vers la fin, ou un petit peu à peu près au milieu du deuxième acte, quoi, il y a une excellente scène de bravoure où le film vraiment utilise toutes ces idées de mise en scène et visuelles qu'il avait pour vraiment nous faire une scène super cool, quoi, pas vraiment horrifique, mais juste un peu de thriller psychédélique et tout, qui est vraiment bien pensé, vraiment cool. Si vous voulez plus d'infos ou une critique beaucoup plus détaillée, je vous redirige directement vers ma critique que j'avais faite. Et bah, du coup, je vais pas m'attarder plus longtemps sur ce film, puisque j'en avais déjà parlé à l'époque. Donc on va tout de suite passer au numéro 5. On va voir ça. Enfin, le nouveau Kingsman, ouais, le préquel qui devait déjà sortir l'année dernière et qui a enfin pu sortir pratiquement à la fin de l'année, quoi, pratiquement en 2022, et qui, comme toujours, était super cool, hein. C'est toujours réalisé par Matthew Vaughn, qui a toujours sa super mise en scène, très dynamique, très visuelle et tout, avec des longs plans de caméra et tout, toujours des bonnes idées de mise en scène, hein, très très simple, hein, genre par exemple le méchant de l'organisation secrète et tout, Illuminati, et ben, pour recréer de l'aura autour de lui et pour pas gâcher son identité, et ben, on montre pas son visage, quoi. On le montre toujours de dos avec un masque, quoi. C'est vraiment le genre de truc hyper simple, quoi, qu'on fait tout le temps, mais là, je sais pas pourquoi, ça marche vraiment très bien, quoi. Juste ça, ne pas montrer le visage du méchant, juste, ça crée une aura autour de lui et un mystère, et même si c'est assez basique, c'est très bien fait, et c'est ce que Matthew Vaughn voulait faire, et ça rend toujours très bien, quoi. Bon, même si là dans ce film les personnages sont un peu moins développés, ils sont un peu moins attachants que Eggsy et Harry et tout dans les premiers, au niveau de la mise en scène et des combats, ça reste toujours excellent, quoi. Kingsman en ce moment, c'est vraiment je pense la meilleure franchise d'action qu'on a en ce moment, quoi, surtout au niveau de l'action, quoi, vraiment des scènes de combat qu'on a, c'est vraiment les meilleures scènes de combat, les mieux filmées, les plus inventives, les plus dynamiques, les plus percutantes qu'on a ces dernières années dans les blockbusters, quoi, parce que c'est toujours bien filmé par Matthew Vaughn, qui sait bien mettre en scène les combats et les acteurs et les corps et tout, ça rend toujours bien. C'est vraiment toujours super cool, hein. J'avais fait une critique de Kingsman, c'était la dernière de l'année, ou plutôt la première de 2022, donc je vous redirige dessus si vous voulez plus d'informations. Et on passe tout de suite au numéro 4.
Et ouais, le dernier, troisième Spider-Man de John Watt et du MCU, quoi, de Marvel, que beaucoup de gens attendaient, et moi aussi, et bah, qui était vraiment super cool, quoi, même si je suis pas très fan des deux premiers, Homecoming et Far From Home, je sais pas, je les aime pas beaucoup, notamment, bon, même si au niveau de l'action ça peut passer, sauf dans Homecoming, au niveau des personnages et tout, c'était toujours assez, ils étaient pas toujours très bien développés, pas toujours... c'était pas toujours très cohérent non plus, hein. Dans Homecoming d'abord, Spider-Man refuse de devenir un Avenger parce qu'il a mûri, mais après au final dans Infinity War et dans Far From Home on veut le forcer à devenir le nouveau Iron Man et tout. Et aussi les deux films avaient toujours un petit peu tendance à désamorcer toutes les scènes par l'humour et tout. Sauf que là, dans No Way Home, bah, c'est complètement changé, quoi. Il y a toujours aussi un petit peu l'humour qui désamorce un petit peu les scènes, mais beaucoup moins, quoi. Et je trouve là, c'est là que l'humour marche mieux. Et aussi, bah, surtout, ça marche très bien. C'est au niveau des personnages et du drame, quoi. C'est surtout pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé le film, quoi, au niveau de la vie de Peter Parker qui est chamboulée parce que tout le monde découvre qu'il est Spider-Man, et de toutes les scènes dramatiques vraiment du film où il se retrouve à devoir se cacher, à être harcelé, où lui et Ned et MJ et tout, où la scène où Tante May, sa tante, elle meurt, c'est vraiment super fort comme scène, j'ai trouvé. Et bien sûr, les deux autres Spider-Man, Andrew Garfield et Tobey Maguire, qui sont au final dans le film, hein. Et oui, c'est vrai que c'était vraiment très cool. En plus, j'ai vu le film avec le soir avec une salle qui était remplie, mais vraiment blindée du monde, avec que des fans. Et évidemment, tout le monde a crié de joie quand ils sont apparus. C'était vraiment super cool. Il y avait une super bonne ambiance dans la salle. Et je trouve que là aussi, ils ont vraiment bien utilisé les personnages, parce qu'ils vous ont pas fait revenir les personnages juste pour la nostalgie, quoi. Ils utilisent vraiment tout le développement des personnages, tout ce qui s'est passé dans leurs précédents films et tout, pour vraiment continuer l'histoire de ce Spider-Man là, quoi. Genre, par exemple, la scène justement où il y a deux Spider-Man qui viennent sur le toit pour réconforter Peter Parker après qu'il ait perdu Tante May. Je trouve que c'est vraiment une très bonne scène, le drame ça marche bien et tout, et ils parlent eux aussi chacun de leur drame, de leur expérience passée et tout, dans leur film et tout, donc vraiment on se sert bien des autres films, de ce qui s'est passé dans leur univers, pour continuer l'histoire, le drame et tout des personnages dans le film, ça marche vraiment plutôt bien. Et la scène où Andrew Garfield sauve MJ justement qui tombe, c'est... Voilà, vous voyez la scène, c'était vraiment magnifique aussi comme scène, c'est vraiment génial, et c'est une très bonne idée aussi, et c'est génial aussi qu'ils aient pensé à ça, quoi, parce qu'ils auraient très bien pu juste les faire revenir et faire de l'action et des blagues, mais non, ils ont pensé à ça aussi, à continuer, comme je l'ai dit, l'histoire des autres films Spider-Man, pour vraiment montrer que, bah oui, c'est vraiment les mêmes Spider-Man, les mêmes personnages, quoi, et donc continuer l'histoire pour continuer leurs personnages, leur drame, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, quoi. Ça rejoint aussi un petit peu les idées qu'il y avait dans les films d'ici, genre par exemple dans Batman et Superman, où il y avait toute l'histoire autour de Martha, quoi, le fait que la mère de Superman et de Batman aient toutes les deux le même nom, quoi. Martha, ça aussi, utiliser ça, ce truc de comics dans le film, je trouvais que c'était une très bonne idée. Là aussi, dans Spider-Man No Way Home, il le réutilise, et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Mais le truc aussi que je trouve cool, c'est surtout Peter Parker, quoi. Parce que dans les deux premiers films, justement, il y avait l'humour qui désamorçait un peu tout, c'était pas toujours très cool. Mais là, par contre, waouh, quoi. Là, vraiment, Spider-Man, là, c'est un super-héros. Là, c'est un vrai super-héros que j'ai envie de suivre, parce que, déjà, full spoil, hein, voilà, désolé, hein, mais bon, au vu des entrées, le film a fait 6 millions d'entrées en France, je pense que vous l'avez vu, sans doute. Mais là, vraiment, c'est vraiment un vrai super-héros, quoi. Parce que, tout le dilemme et tout dans ce film, tout le truc que Peter Parker veut essayer de faire, c'est il veut essayer de sauver les méchants des autres univers, qui vont donc, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont mourir, parce que oui, tous les méchants de Spider-Man avec Andrew Garfield, Tobey Maguire, sont tous morts, et donc du coup il se dit, je vais essayer de les sauver, de leur retirer leur super pouvoir, de les soigner, comme ça quand ils rentreront chez eux, ils seront plus tués, quoi, parce que c'est justement parce qu'ils ont eu leur super pouvoir, parce qu'ils ont commencé à faire le mal, et donc c'est pour ça qu'après ils sont morts. Donc il s'est dit, en leur soignant de leur super pouvoir, qui est pratiquement une maladie, quoi, du coup ça va les empêcher de faire le mal, de continuer le mal, et donc du coup quand ils rentreront dans leur univers, ça va les sauver, quoi. Donc en leur soignant, en les libérant de leur super pouvoir et donc de leur maladie, ils leur libèrent aussi du mal, quoi.
libèrent du mal, de la maladie, donc leur maladie c'est le mal, et le mal qu'ils font c'est à cause de leur maladie. Il y a un truc comme ça, mais la maladie, le mal et tout avec les super pouvoirs qui est vraiment super cool, d'autant plus que les méchants dans les films Spider-Man, dans tous les films Spider-Man, c'est pas vraiment des gens méchants à la base, c'est vraiment des gens qui deviennent méchants à cause d'accidents, quoi. Le Bouffon Vert, Docteur Octopus, l'Homme Sable, Venom, le Lézard, Electro. En fait, c'est tous des gens qui se sont, comme ils le disent, qui se sont retrouvés avec des super pouvoirs parce qu'ils sont tombés au mauvais endroit et qui après sont devenus méchants et ont commencé à faire le mal, quoi. Mais en soi, de base, c'était pas vraiment des mauvaises personnes en soi, quoi. Il y a toujours eu un truc comme ça avec les méchants de Spider-Man qui était très cool. Et donc là où on a un Spider-Man qui veut vraiment, qui a de l'empathie pour les méchants et qui veut les aider, les soigner plutôt que de les défoncer quand ils leur pétaient la gueule. Mais même à la fin, dans le combat final, quand ils se battent contre les méchants, l'affrontement, c'est pas un affrontement en fait. Ils se battent pas pour juste les battre et les mettre KO, ils se battent presque contre eux-mêmes, quoi. Donc, enfin, ils se battent contre, mais pour les faire redevenir gentils, quoi, pour les soigner, quoi. Il y a vraiment ça, mais ça, qui l'a fait, quoi. Qui a déjà fait ça? Un film de super-héros où le super-héros, le personnage principal, a de l'empathie pour le méchant et pense plus à l'aider, à le soigner, qu'à le tuer, quoi. Même à la fin, même le Bouffon Vert, au final, il le soigne. Au final, il n'y a aucun des personnages aucun des méchants qui meurt, et il les soigne tous, quoi, il les sauve tous. Mais aussi la fin du film, le film, c'est vraiment un vrai drame, quoi. Mais vraiment, le film, à la fin, ça se termine vraiment de manière très touchante, mais aussi de manière très dramatique, quoi. Peut-être même encore plus que Infinity War, quoi, parce qu'à la fin, Spider-Man existe toujours, mais Peter Parker est disparu, il n'existe plus personne ne se souvient de lui. C'est comme s'il n'avait jamais existé, quoi. D'ailleurs, justement, il va dans l'appartement, justement, de Tobey Maguire dans Spider-Man 2. Ça aussi, c'était pas mal aussi, c'était de bonnes rêves, je trouvais que c'était bien, mais donc pratiquement, c'est comme si on rebootait Spider-Man et tout l'univers, mais à la fin, c'est avec Spider-Man aussi qui, même si tout le monde l'a oublié, s'en va, retourne faire le bien, c'est vraiment une fin dramatique, quoi. Parce que vraiment, tout le monde l'a oublié. Et du coup, là aussi, c'est le message du film, c'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comme Tantoué le dit, mais vraiment, la fin, c'est... Le film se termine mal, quoi, presque. Parce que tout le monde l'oublie, quoi. Ils ont presque perdu dans l'histoire, quoi. Bon, non, vu qu'ils ont empêché l'univers d'être détruit, mais le film se termine pratiquement mal, quoi. Et faire un gros blockbuster comme ça, où ça se termine de manière dramatique comme ça, où ça se termine mal, c'est vraiment assez surprenant aussi. Oui, vraiment. Quel autre film de super-héros on a ça vraiment, où le héros veut vraiment aider le méchant, quoi, et l'aide au final à la fin, quoi. Et même de manière plus générale, dans quel autre film d'action, dans quel autre blockbuster vous avez déjà vu ça, quoi, où le héros va vraiment de l'empathie pour le méchant et veut plus l'aider que le sauver, quoi. Personnellement, je crois que j'avais pas vu ça depuis Aang dans Avatar, le dernier maître de l'air, quoi. Ça fait longtemps que j'avais vraiment pas vu un héros comme ça aussi altruiste, qui a de l'empathie comme ça pour le méchant, qui veut vraiment aider, quoi. Et sur ce coup-là, Marvel, j'ai vraiment envie de leur dire bravo, quoi. Vraiment bravo d'avoir fait ça, c'est vraiment assez surprenant, quoi, quand même. Et ça me fait aussi 9. Non, je pensais à quel film où il y avait le héros qui s'inquiétait pour le méchant. Il y a peut-être Fast and Furious 9, justement, où il y a Dom Vin Diesel qui s'inquiète pour son frère et tout, peut-être. Je sais pas, c'est un truc auquel je viens de penser. J'ai vu Fast and Furious 9, j'ai vu qu'une seule fois, je sais plus trop, faudrait que je revoie, mais je crois qu'il fait ça aussi dans le film, je suis pas sûr. Mais enfin, bon, bref. Passons tout de suite directement au numéro 3. Je choisis moi. Rassurez-vous, bien d'autres mauvaises surprises nous attendent. Et ouais, le nouveau remake Disney, Cruella, ce qui est un peu particulier puisque j'ai toujours été un petit peu mi-figue mi-raisin avec les remakes Disney, quoi. J'en ai quelques-uns que j'adore, hein, notamment Alice du Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir que vraiment j'adore, quoi, que je trouve vraiment super cool. Il y a aussi les 2 films Maléfiques et tout que je trouve vraiment très sympa, que j'aime beaucoup. Après, il y a Cendrillon et Aladdin qui sont plutôt cool et qui sont pas mauvais, quoi, mais qui, à mon avis, sont un peu trop des copier-coller, quoi, qui sont un peu trop justes comme les originaux. Et puis après, il y a le Livre de la Jungle et le Roi et le Lion qui sont... et La Belle et la Bête aussi, qu'il faut oublier, qui sont vraiment nuls, quoi, qui sont pas terribles. Et Mulan, que j'ai même pas vu, quoi, et que j'ai même pas envie de voir. Et honnêtement, vu toutes les critiques,
ça m'a vraiment pas du tout donné envie de le voir, quoi, donc ça va vraiment être pourri. Mais ce film-là, Cruella, quoi, bah, ça m'intriguait un peu, quoi, ça avait l'air vraiment cool, parce que bah, déjà ça faisait pas que recopier le film original qui est donc Les 100 Dalmatiens, et ça s'intéressait beaucoup plus bah, sur le méchant, quoi, Cruella. Parce que bah, c'est quand même un peu plus intéressant le méchant que les 100 Dalmatiens, quoi, les chiens. Et le film aussi partait un petit peu comme un préquel, un peu comme Maléfique justement, où on se concentrait beaucoup plus sur la méchante, donc, et on racontait ses origines. Donc là, Cruella, ça partait un petit peu comme Maléfique, donc du coup, bah, j'étais quand même un petit peu confiant, quoi, ça m'intriguait un peu, ça avait l'air un petit peu cool. En plus, dans le film, il y avait Emma Stone, qui joue donc Cruella, et aussi Emma Thompson et tout, donc des grands noms, donc des grandes actrices et tout. Et bah, au final, bah, numéro 3, quoi. Le film était vraiment super cool, j'ai vraiment surkiffé, quoi. C'est vraiment pour le coup un des meilleurs remakes Disney, ou en tout cas un des mieux faits, quoi. Enfin sur certains points. Surtout au niveau des personnages, quoi, parce que Emma Stone en Estella Cruella, elle est vraiment géniale, quoi, magnifique. J'ai adoré son personnage, son parcours et tout, sa personnalité. C'était un vrai plaisir de la suivre. J'ai adoré, vraiment, je l'ai adorée. Elle aussi, quoi, je m'attache beaucoup à elle. Elle joue vraiment très bien, donc c'était vraiment super cool. Mais aussi la mise en scène du film est vraiment très très cool, quoi. Il y a déjà le film se déroule dans l'univers de la mode, donc au niveau des décors, des costumes et tout, c'est toujours très intéressant. Visuellement, c'est très beau à voir. Au niveau de la mise en scène aussi, c'est vraiment très cool et tout. Ça se voit un peu comme un petit peu un film jukebox et tout, un peu comme les Gardiens de la Galaxie, pardon, où on met beaucoup de musique et tout qui vont orchestrer et accompagner beaucoup de scènes. Et notamment, bah, là, comme c'est l'univers de la mode, ils utilisent beaucoup de musique qu'on retrouve dans des pubs de parfums et tout. C'est vraiment c'est super marrant, notamment pour la petite robe noire, justement, pour la pub qui passe à la télé. Ils ont repris la chanson de cette pub pour la mettre dans le film. Il y a plusieurs fois ça comme ça dans le film. C'est vraiment très marrant ce coup-là. À certains moments, j'ai réagi et tout. Je m'étais dit ah, quand même, je sais pas si c'est une bonne idée ou si c'est nul, mais pour le coup, c'est quand même pas mal d'y avoir pensé, quoi. Et c'est, pour le coup, bah, au final, ça sent quand même plutôt bien dans le film. Et bah, c'était vraiment super sympa, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film et c'était vraiment super cool, quoi. J'espère que vous l'avez vu, c'était vraiment très bien. Donc, voilà. Bon, bah, maintenant on arrive bientôt en tête du classement, quoi, avec le numéro 2. Lui aussi, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, hein, le nouveau James Bond et le dernier Daniel Craig, au final. Et bah, au final, c'était vraiment super cool, quoi. J'ai surkiffé. C'est vraiment un des meilleurs de Daniel Craig, quoi, avec Skyfall et Casino Royale. Mais aussi un des meilleurs James Bond tout court, quoi, puisque vraiment, bah, on s'intéresse. Là aussi, un peu comme dans Skyfall, sur le personnage de James Bond, quoi, on revient sur lui, quoi. Dans Skyfall, on revenait sur son enfance et tout, son passé, ses parents et tout, son adolescence, enfin son enfance, quoi, le fait qu'il ait été abandonné. Et là aussi, on s'intéresse vraiment au personnage, quoi, du coup, à sa vie de couple avec Léa Seydoux, à sa vie de famille aussi, avec sa fille. Et bah, ça aussi, c'est vraiment ce qui est super cool, parce que vraiment aucun autre film James Bond n'avait à ce point travaillé le personnage, quoi, et est revenu sur sa personnalité et tout. Donc sur ce coup-là, c'était vraiment super cool. Mais aussi au niveau de la mise en scène et de l'action, c'est vraiment aussi extrêmement bien mené, je trouve, hein. Le réalisateur Kare Koji Fukunaga a vraiment fait un super travail. Il a vraiment super bien filmé justement les scènes d'action, justement. Il les a toujours très bien rendues, très bien mis en scène aussi, très bien esthétisé, hein, là, avec la scène de course-poursuite en voiture au début, là en Italie, qui est vraiment super cool, très bonne idée. Et on a la scène aussi, justement, où on a le groupe des forces spéciales là, qui viennent voler le Héraclès, là, le virus, et donc ils viennent justement en descendant le long du bâtiment, justement, filmer, on les voit entrer, filmer à l'envers et tout. Il y a vraiment une super bonne mise en scène dans le film. Pour la scène d'action, c'est vraiment très bien esthétisé, et sur ce coup-là, bah, ça rend vraiment super bien, c'est vraiment très cool. Il y a aussi beaucoup de très bonnes scènes d'action et de tension, quoi. La scène justement où ils sont dans le bateau qui coule et qui doit s'en sortir, la scène où ils se font poursuivre par les voitures dans la forêt, là sur la rivière et tout, ça rend vraiment super bien. Ça doit être vraiment compliqué de filmer comme ça en pleine nature, c'est vraiment très cool. Bon, après il y a un moment justement où au niveau mise en scène le film retombe un petit peu et tout. Il y a un moment, il y a une scène de plan séquence, de combat en plan séquence dans un escalier
Ouais quoi, bon, c'est pas que ce soit vraiment mauvais, mais voilà, les plans séquences dans les films d'action quoi, c'est vraiment devenu un cliché du genre quoi en ce moment. En plus, plan séquence dans un escalier comme ça, dans un grand escalier, il y avait eu pareil aussi dans Atomic Blonde qui était sorti il y a 3-4 ans je crois, donc là pour le coup vraiment le film qui de tout le long avait une super bonne tension, une super bonne mise en scène, une super bonne narration et tout, et là il retombe dans la... Bon, pas vraiment dans la facilité quoi, puisque un plan séquence quand même à faire c'est compliqué, mais peut-être dans la simplicité quoi. Faire un plan séquence comme ça dans l'escalier, ouais c'est cool, mais c'est simple quoi, et c'est un truc qu'on retrouve dans tous les films d'action quoi. C'est sous ce coup-là j'étais un peu déçu, mais après tout le reste du film reste vraiment super cool quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré, c'est un de mes James Bond préférés quoi. Si je devais faire un classement des James Bond de Daniel Craig, je dirais sur les 5, je dirais numéro 5 Quantum of Solace, numéro 4 Spectre, numéro 3 Casino Royale, numéro 2 Skyfall, et numéro 1, je pense que vraiment Mourir peut attendre, bah, je l'ai vraiment adoré, et je pense que c'est vraiment honnêtement un de mes James Bond et un de mes Daniel Craig préférés. Et maintenant, le numéro 1, mon film préféré de 2021. Et ouais, The Suicide Squad, hein, la suite et non pas le reboot du film Suicide Squad de 2007 qui n'avait pas du tout plu, mais qui est vraiment une suite quoi. Et ouais, parce que vraiment ce film était super cool, je l'ai vraiment adoré quoi. C'était pas la première fois que je mets un film de super-héros dans en top de l'année quoi. Il y avait en 2007 il y avait Logan aussi qui était mon film préféré quoi. C'était aussi un film de super-héros. En 2019 bon, il y a eu Endgame qui s'est retrouvé deuxième. Mais là vraiment Suicide Squad cette année c'était vraiment super cool. En partie parce que bah, c'est réalisé par James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Et forcément quoi, le film est vraiment super cool quoi, mais vraiment sur tous les ponts quoi. Mais déjà ce qui est pas mal c'est que bah, ils aient vraiment DC et tous les producteurs aient vraiment voulu faire une suite au Suicide Squad quoi, et à l'univers d'ici quoi, malgré le fait que Suicide Squad ça m'avait pas du tout plu, même si moi je trouvais pas nul quoi, il y avait... C'est vrai quand même que c'était pas ouf non plus, mais je l'aimais quand même plutôt bien, il y avait des bonnes scènes, il y avait aussi un beau casting, hein, Will Smith, Captain Boomerang, Viola Davis dans Amanda Waller, Margot Rossi en Bird of Prey, en Harley Quinn, elle est parfaite pour le rôle et elle rend super bien, donc même le premier film Suicide Squad je le trouvais plutôt cool et sympa, il y avait quand même de bonnes qualités. Mais déjà celui-là, cette suite, elle est vraiment infiniment meilleure, mais aussi, bah, les mecs, ils ont pas voulu en faire un reboot, quoi, pour faire oublier aux gens ce qui s'était passé avant, quoi. Parce que c'est un peu la mode qu'on a dans tous les autres films, hein. Par exemple, il y a les Terminator, vous savez, on a Terminator Dark Fate qui veut annuler ce qui s'est passé, Renaissance et Genesis, et avant, il y avait déjà Genesis qui voulait annuler Renaissance et les autres trucs, donc du coup, on a des reboots qui veulent annuler des trucs de l'univers pour garder que certains films, mais on a d'autres films après qui viennent rebooter encore, donc des anti-reboots. Il y a aussi SOS Fantôme aussi, hein. SOS Fantôme l'héritage, c'est un film, c'est un reboot qui veut aussi anti-rebooter le reboot féminin de 2016 quoi, pour vraiment être le vrai SOS Fantôme 3 quoi. Donc on a tout le temps ça dans les gros blockbusters où on a des films qui viennent rebooter et encore rebooter, annuler des films, annuler des timelines et tout, rebooter des univers quand ça plaît pas au public ou pour lancer des nouveaux trucs. Mais là, pourtant d'ici, malgré le fait que Justice League s'est planté et que Suicide Squad, les gens n'ont pas beaucoup aimé, ils se sont dit on va faire une suite, on va quand même faire une suite, mais juste en ne faisant pas du tout comme avant quoi. Ils ont écouté les critiques des gens et il faut quand même une suite, mais donc parce que ça c'est vraiment cool du coup parce que ils gardent vraiment pratiquement tout le casting de Suicide Squad quoi. Margot Robbie évidemment parce que c'est on va pas se mentir, c'est la plus populaire, mais aussi Viola Davis dans Amanda Waller, Nick Flag et tout, ou Rick Flag je crois, le militaire, Boomerang aussi, on récupère quasiment tous les personnages du premier film, ça c'est plutôt cool. Et vraiment, ils ont vraiment fait une suite au Suicide Squad que les gens n'ont pas aimé, mais juste en partant dans une autre direction, quoi, en faisant un autre truc, quoi. Ils se sont dit, ok, Suicide Squad, ça n'a pas plu aux gens, mais plutôt que de simplement rebooter le truc pour faire comme si ça n'existait pas, on va garder le truc, quoi, et on va simplement faire une suite, mais
en partant dans une autre direction, quoi, en changeant la mise en scène, là en prenant James Gunn, et en simplement faisant un nouveau truc, quoi, mais quand même en gardant les autres films, quoi, en assumant, quoi, et en conservant le fait que ça fait partie de l'univers et que ça s'est réellement passé, quoi. Il y avait ça aussi dans Aquaman, justement, où on parlait des événements de Justice League, quoi. Même si le film Justice League a été un petit peu un échec au niveau commercial, et même après dans le film, il continue d'en parler, quoi. Il continue de dire que oui, Justice League, même si ça n'a pas plu, ça fait partie de l'univers et c'est vraiment arrivé, quoi. Et là, ils font pareil avec Suicide Squad. Ils essaient pas de rebooter ou d'annuler, donc là, ils conservent le truc et ils assument que oui, ça fait partie de l'univers, c'est vraiment arrivé, quoi. Mais comme ça vous a pas plu, c'est juste que maintenant, on va partir sur une voie totalement différente, quoi. Et ça, pour le coup, c'est quand même assez audacieux et assez inédit, quoi, quand même, dans le monde du cinéma et des blockbusters, quoi, parce que Warner, c'est vraiment... et DC, du coup, c'est parmi les seuls à le faire, quoi. À vraiment garder ce qu'ils ont fait, à pas essayer d'annuler tout et de rebooter, non, et vraiment d'assumer, quoi. C'est quand même assez surprenant. Mais pas totalement aussi, puisqu'on a vu, il y a le Flash aussi qui va sortir cette année, où lui aussi va partir dans des multivers et apparemment rencontrer l'ancien Batman de Michael Keaton. Donc, et au final, ce Flash aussi devrait un petit peu en mode Flashpoint rebooter et annuler un petit peu l'ancienne timeline. Mais au final, on garde quand même l'ancienne timeline, puisqu'il y a aussi Aquaman 2, avec toujours le même acteur, toujours avec la même histoire qui devrait sortir cette année, et normalement aussi le Wonder Woman 3. Donc au final, c'est quand même très très particulier, quoi, parce qu'en même temps, ils sortent Flash qui veut lancer le multivers et un petit peu sortir et annuler tout l'univers qu'ils ont lancé. En même temps, ils continuent les films Aquaman et tout, et Wonder Woman 3 aussi, qui devrait sortir, qui continue avec la même actrice, avec la même histoire, donc qui continue l'univers, donc au final, c'est quand même très 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 partagé, tout ça, cette histoire, on verra ce que ça donnera par la suite. Mais au final, revenons à Suicide Squad, qui au final conserve malgré tout plusieurs éléments du premier film, sans essayer de l'annuler, quoi, mais qui simplement part sur une autre voie, sur une nouvelle direction artistique, quoi. Et cette nouvelle direction artistique, elle est vraiment super cool, elle est vraiment géniale, je l'ai vraiment adoré, j'ai adoré le film, quoi, tout simplement. Comme j'ai dit, James Gunn, comme c'est un meilleur réalisateur et qu'il a une meilleure vision, ce Suicide Squad, cette suite, elle est vraiment meilleure sur tous les points que le premier, quoi. Au niveau de l'humour, c'était vraiment hilarant, c'est vraiment mon genre d'humour, j'ai vraiment beaucoup rigolé, les blagues sont vraiment super bien, quoi. Et il y a beaucoup de blagues que j'aime bien, genre la scène d'intro, elle est géniale, elle est délirante, c'est où on va chercher plusieurs héros et tout, super classe et tout, en faisant un super plan d'équipe et tout, où ils marchent derrière un énorme drapeau des États-Unis derrière eux, quoi, où ils vont dans l'hélicoptère et tout, donc on pense, il nous faut croire que ça va être elle, la Suicide Squad qu'on va suivre, sauf qu'au final ils arrivent sur la plage et ils se font tous buter, ils meurent tous en mode de manière hyper gore et sauvage, quoi, et le personnage aussi, au début là, Savage, qu'on nous montre comme étant hyper violent et tout, sérieux, dramatique et tout, quand il arrive sur la plage et qu'il voit que tout le monde se fait buter, lui aussi il se fait péter un câble et se met à partir en criant, c'était vraiment génial, c'était super génial comme scène. Il y a aussi la scène où il y a Bloodsport là et Peacemaker, la John Cena qui font leur concours et tout, où ils arrivent dans le camp et se mettent à tuer tout le monde et tout pour voir qui va en tuer le plus, et au final ils se rendent compte qu'ils sont dans le camp des rebelles, c'était vraiment super chouette, c'était vraiment super cool. Et en plus j'ai pas vu beaucoup de bonnes annonces, j'en avais pas regardé beaucoup, je me suis un peu préservé de ça, donc du coup il y a plusieurs blagues et moments du film qui mettaient dans la bonne annonce que j'ai pas du tout vu et donc que j'ai pu vraiment apprécier dans le film, quoi. Mais heureusement j'en ai pas vu beaucoup, donc j'ai encore plus surkiffé le film, quoi. Et la mise en scène aussi du film, les décors, les costumes, les couleurs et tout sont encore meilleurs qu'avant, quoi. Comme j'ai dit, le plan où ils marchent tous derrière un drapeau énorme des États-Unis, là c'est au tout début du film, c'est vraiment super bien comme idée. Pareil, la scène aussi où ils arrivent sous la pluie avec beaucoup de brume et tout, donc du coup tout le décor en arrière est blanc et tout, et donc il y a la lumière qui se reflète et tout, donc ça donne une image vraiment où tous les personnages avancent sous la pluie dans un environnement entièrement blanc. C'est vraiment super beau comme plan, c'est super cool. Il y a aussi la scène de combat où il y a toutes les fleurs qui se mettent à apparaître derrière elle, comme ça d'un coup, juste parce que c'est sa personnalité, quoi, qui est complètement barrée. Elle se met à se battre et tout avec son javelot et tout. Vraiment un javelot super cool comme manière de se battre. C'était vraiment super cool aussi comme film, c'était vraiment super cool. Il y a aussi la scène aussi où on montre le combat de Peacemaker et de Rick Flag et tout, dans le reflet du casque et tout, avec la caméra qui tourne autour. C'est vraiment une bonne idée, ça aussi, une idée simple mais qui marche vraiment très bien, et j'ai vraiment surkiffé le film pour les scènes d'action, la mise en scène et tout, l'humour. Je suis essoufflé avec d'en parler, c'était vraiment super cool, quoi. Ah oui, et aussi il y a Peter Capaldi dans le film qui joue le rôle du scientifique fou. Peter
Peter Capaldi qui jouait le rôle aussi du 12e Docteur dans Doctor Who. Génial aussi dans Doctor Who, il était excellent et là aussi il est dans le film quoi. C'est toujours super cool de le voir. Donc voilà, The Suicide Squad, c'était mon film préféré de l'année. Voilà. Bon et bien voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma vidéo et likez-la si ça vous a plu. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.